Comme beaucoup d'automobilistes, Patrice profite de ses déplacements en voiture pour écouter la musique qu'il aime et s'isoler de l'enfer sonore de la circulation. Le morceau qu'on écoute actuellement est un morceau que j'écoute vraiment très régulièrement en voiture. Il a été enregistré live à Québec, quand je rentre du boulot, quand je suis en voiture, quand je suis un peu stressé. C'est vraiment un bon moyen, je trouve, de rester zen. Enfin, à côté de ça, moi j'aime aussi beaucoup le rock, mais c'est un autre univers. Laissons Patrice rentrer chez lui et allons découvrir la fameuse salle québécoise dont il parle. Ici aussi, les automobilistes sont nombreux. La construction d'une salle de concert sur cette place était donc un véritable défi sur le plan acoustique. Pourtant, c'est bien ici que le morceau fétiche de Patrice a été enregistré en live. Quand on mesure le bruit dans la rue, ça paraît incroyable. C'est très bruyant. D'ailleurs, ici, j'ai un sonomètre qui nous permet de voir la pression acoustique en décibels du bruit émis dans l'environnement. Alors, on est à 80 dB, c'est beaucoup de bruit. En effet, c'est beaucoup, mais à l'intérieur, c'est comment? Vous allez voir. Suivez-moi, on va vous montrer. Afin de poursuivre l'expérience, je vais changer d'appareil parce que celui-là n'est pas assez précis. Alors, on va voir en dB encore le bruit que la salle elle-même produit. On voit 16, 17 dB. Donc, c'est très bon. Ça nous montre à quel point on s'est vraiment isolé de l'extérieur pour faire cette salle de concert. Pour comprendre cette diminution d'intensité du bruit, reportons-nous sur l'échelle des décibels. Elle va de 0 à 180 dB et est de type logarithmique. C'est-à-dire qu'un son qui mesure par exemple 10 décibels de plus qu'un autre est en fait 10 fois plus intense. Un son de 20 décibels de plus est 10 fois 10, donc 100 fois plus intense, et ainsi de suite. Sur l'échelle des décibels, passer de 80 à 16, ça veut dire que la salle est pratiquement 1 million de fois moins bruyante que l'extérieur. Impressionnant, mais comment est-ce possible? On a essayé de s'isoler de l'extérieur. Donc, on a construit des murs épais, avec de la masse. Et à l'intérieur, on s'est créé une salle à l'intérieur de tout ça. Donc, c'est comme faire un lieu dans un lieu qui est urbain. Et à l'intérieur, on a appliqué plein de recettes, des milliers de recettes. Cette salle québécoise est un véritable palais de l'acoustique. Elle contient environ 1000 places et a été conçue sur mesure pour un orchestre baroque, les Violons du Roi. On a l'impression d'être dans un instrument. On a l'impression qu'on est au centre d'un instrument qui vibre. On est au centre de la musique. On n'a pas une distance par rapport à ce qui se passe, puis on regarde et écoute avec cette certaine distance-là. On a l'impression d'être dedans. Et ça, c'est un grand plaisir. Guy Desmarteaux et son équipe ont réussi une symbiose parfaite entre architecture, ingénierie et acoustique. Leur objectif, obtenir une réverbération optimale. La réverbération est le phénomène le plus important en acoustique. Les ondes directes, émises par un instrument, voyagent en ligne droite vers l'auditeur. Au même moment, ces ondes vont également se réfléchir sur les murs de la salle. Ces ondes réfléchies vont parvenir avec un retard par rapport au son principal. C'est ce retard qui donne à l'auditeur la perception que le son est plus riche et dure plus longtemps. Pour mesurer le temps de réverbération, on utilise un test tout simple. Il faut créer un bruit d'impact, donc soit par un fusil de départ qu'on connaît tous, des claquettes, 2 morceaux de bois ensemble, ou le ballon, l'éclatement du ballon. Et on a un ballon ici. Et ça se fait tout simplement comme ça. On tient le ballon, on prend une aiguille et... Mais qu'est-ce qui est mesuré dans le son enregistré à ce moment-là? On enregistre le temps de réverbération. Donc, on prend le maximum du volume jusqu'à temps qu'on ait une différence de 60 décibels. Et le temps que ça prend, c'est ça qui va nous dire combien de temps de réverbération qu'on a dans la salle. La réverbération peut atteindre jusqu'à 6 secondes dans une église
et moins d'1 seconde dans un auditorium. Ici, dans cette salle, ce temps est de 2,2 secondes, idéal pour un orchestre baroque. Pour y parvenir, on a d'abord travaillé le volume de la salle. Une équation a déterminé que pour 1000 sièges, il fallait environ 11 000 mètres cubes afin d'obtenir une bonne réverbération. Mais déterminer un volume, ce n'est qu'un départ. La scène joue elle aussi un rôle fondamental. Pour les instruments déposés à même le plancher, elle devient une véritable caisse de résonance. Regardez et surtout, écoutez bien. Mécaniquement, j'ai transmis l'énergie de cette petite boîte-là dans une surface qui permettait d'explorer les fréquences. Donc, j'ai tout pris l'énergie, même si autant petite soit-elle, et on l'a transmis dans une masse qui a permis de faire une grande résonance. Les musiciens jouent également sur une scène entièrement ouverte sur la salle, sans cage de scène. Donc, ils n'ont qu'un petit mur derrière pour projeter le son. C'est cintré, c'est un mur cintré. Il y a des lattes et il y a aussi des perforations avec un tissu transparent acoustiquement qui permet aux ondes, aux fréquences, soit de réfléchir. On remarque que c'est des différentes épaisseurs, donc les ondes vont réfléchir, ils vont se casser un peu, ils vont revenir, d'autres vont rentrer derrière, d'autres vont rester emprisonnés aussi derrière, parce qu'ici, il y a comme une chambre de réverbération derrière aussi, qu'on peut atténuer ou augmenter parce qu'on a des rideaux, qu'on peut fermer les rideaux ou les ouvrir. Donc, le mur est d'une acoustique variable. Après le plancher et le mur arrière, il y a cette immense canopée qui influence le son émis par les instruments. Ce plafond amovible pèse à lui seul 25 tonnes. Sa masse réfléchit les ondes sonores. Plus la canopée est près de la scène, plus elle projette le son rapidement vers le public dans la salle. Ça va dynamiser le son, ça veut dire qu'on va concentrer l'énergie des instruments vers le public. On va maximiser l'énergie des instruments pour maximiser la précision aussi des instruments. C'est comme on disait avant, ça fait comme un exercice de déflecteur. Avant, dans les opéras, ils mettaient des grands cônes aux cantatrices. Oh! Ils chantaient, donc ça permettait de diriger le son parce que c'était très, très, très vaste dehors. Tandis qu'ici, on a une salle, donc on est dans des murs, mais on veut pouvoir diriger le son. En quittant la scène, les ondes sonores voyagent et frappent les murs de la salle. Les murs en pointe de diamant enrichissent le son, car ils offrent une variété d'angles de réflexion. On a aussi construit des murs durs et denses. Derrière le mince plaquage d'érable, il y a un caisson de contreplaqué rempli de sable compacté. Et ensuite, du béton. Résultat, les ondes qui frappent les murs sont presque entièrement réfléchies. Et plus les ondes sont réfléchies, plus elles donnent un son riche et complet. Je dirais une sensation de liberté, en fait, parce qu'on n'est pas victime d'une acoustique qui est trop sèche, par exemple, ou qui serait aussi trop réverbérante. Mm-hmm. Alors, je trouve que le délai de résonance qui suit le son qu'on émet avec notre instrument est vraiment une résonance de quelques secondes, mais qui est absolument parfaite. On n'essaie pas d'ajuster la sonorité, parce qu'elle est naturelle. C'est ça. Il y a quelque chose de naturel, ouais. absolument. Oui, puis moi, le clavecin, c'est vraiment un instrument qui a besoin, justement, d'une réverbération. Pas d'écho, réverbération. Puis ici, j'ai l'impression que l'instrument vit de façon tout à fait naturelle. Fait que là, ce qu'on a fait, on vous a ajusté la canopée. Gaëtan Pajot est le chef des services techniques de la salle. Avant chaque spectacle, il doit écouter le son des musiciens. Ensuite, il joue avec les 2 éléments mobiles de la salle pour optimiser l'acoustique. La canopée qu'il ajuste selon le nombre de musiciens et de spectateurs, et les rideaux qui peuvent recouvrir tous les murs de la salle pour absorber les ondes sonores. Plus il utilise de rideaux, plus il réduit le temps de réverbération, jusqu'à 1,3 secondes.
Gaëtan peut ainsi ajuster sa salle selon la taille et la nature des orchestres. Allez, rideau, jusqu'au prochain concert. Mais revenons à Bruxelles, où entre-temps notre mélomane est rentré chez lui. Et plutôt spacieux ici. Il faut dire que notre homme est aussi architecte et qu'il a transformé un ancien garage en un loft ultra moderne. Je rentre, je me mets un bon disque, un bon concert et je profite un petit peu et je me détends ici. C'est un bon moment. En plus de son projecteur qui lui permet de regarder des concerts en grand, Patrice a investi dans un système audio performant. On l'appelle le système 5.1. En quoi ça consiste? La réponse va être donnée par un électroacousticien, Nicolas Powells, qui vient justement évaluer l'installation de Patrice. On va donc... Moi, j'ai tout installé. J'ai mis les haut-parleurs avant, central, les arrières et le caisson de basse. J'ai tout fait à ma manière, mais j'aimerais bien avoir votre avis parce que je trouve que ça ne fonctionne pas de manière tout à fait idéale. D'accord. Alors, idéalement, pour le 5 points, on va essayer d'installer les haut-parleurs de manière circulaire autour de l'auditeur. Alors, au niveau des enceintes avant, on va essayer de les avoir approximativement à hauteur des oreilles. Alors, en ce qui concerne les haut-parleurs arrière, le problème, c'est qu'ils doivent se trouver approximativement aussi à hauteur des oreilles. Donc ici, étant encastré dans le plafond, ça me semble relativement impossible. Pour revenir sur le central, idéalement, l'auditeur doit être placé juste en face. Donc il faudra commencer ici par déplacer le salon afin qu'on soit juste en face du central. Finalement, le caisson de basse est bien installé, mais il n'y a que ça. Le caisson de basse, c'est cette grosse boîte noire. Il est effectivement bien installé puisqu'il peut être disposé n'importe où dans la pièce. Contrairement aux 5 autres enceintes, dont la disposition précise sera essentielle. Ici, pas d'autre solution que d'amener 2 nouveaux haut-parleurs pour l'arrière, car ceux qui sont encastrés dans le plafond sont trop mal placés et doivent être désactivés. Je me plie fort? S'il vous plaît, oui. Désormais, le son parvient de toutes parts aux oreilles de Patrice et Nicolas. Le système 5.1 permet de recréer une atmosphère sonore avec un maximum de réalisme. C'est autre chose. Effectivement, ça change pas mal. Ça change tout. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans une configuration qui est optimale, à savoir qu'on se retrouve directement en face de l'enceinte centrale qui forme elle un angle d'environ 30 degrés avec l'enceinte droite et l'enceinte gauche. Grâce aux haut-parleurs qu'on peut retrouver derrière, on se retrouve vraiment plongé dans l'action et dans l'environnement sonore qui a été recréé lorsqu'on se positionne au centre de tous ces haut-parleurs. Des expériences ont d'ailleurs prouvé qu'un spectateur était davantage captivé par un film avec un bon son et une piètre image que l'inverse. Cela dit, un bon système bien installé ne suffit pas toujours. Le son me plaît. Par contre, il reste un côté écho qui est un petit peu dérangeant, je trouve. Ça vient d'où? Oui, tout à fait. Alors le problème, dans un système 5 points, idéalement, il faudrait l'installer dans une salle qui est particulièrement mate au niveau de l'acoustique. Contrairement à celle-ci, où à l'image de l'architecture moderne, on se retrouve avec des grands volumes très ouverts, où l'acoustique est très longue et où on a une très longue réverbération. Alors pour contrecarrer celle-ci, quelques trucs. Vous pourriez éventuellement disposer un tapis relativement épais, des tentures, ou alors, si vous souhaitez conserver ces baies vitrées telles quelles, disposer des matériaux absorbants acoustiquement, mais qui seraient translucides et qui permettraient d'absorber ce son excédent qui circule dans la pièce. Et oui, quelques astuces suffisent. Merci, au revoir. En suivant ces conseils, Patrice devrait pouvoir encore améliorer son écoute. Sinon, il lui reste le casque pour profiter au mieux de la musique qu'il aime. Si
Si dans un salon comme celui de Patrice, les problèmes d'écho sont gênants, dans cette salle de fête, ils sont carrément catastrophiques. Ici aussi, Nicolas va prodiguer ses conseils d'acousticien. Bonjour, merci de vous être déplacé. Je vous en prie. Voilà, je vous ai appelé pour voir si vous pouviez m'aider. J'ai de gros problèmes de résonance dans la salle, ce qui m'ennuie beaucoup pour les réceptions, les conférences, les activités que je peux proposer ici. Je perds des clients qui s'orientent vers d'autres salles où l'acoustique est meilleure. D'accord. Donc je voulais voir si vous pouviez me proposer des solutions éventuellement et analyser le problème. D'accord. Alors le problème que vous avez dans votre salle actuellement est que les sons qui sont émis ne s'atténuent pas suffisamment rapidement. De ce fait-là, que ce soit un mot ou une note, il va durer tellement longtemps qu'il va aller empiéter sur le second mot ou la seconde note. Et de ce fait-là, vous n'aurez aucune intelligibilité ni aucune musicalité dans votre salle. Vous avez du béton lisse au sol, sur l'entièreté de la surface. C'est également du béton lisse à l'étage? Au sol, effectivement. D'accord. Le problème de ce genre de matériau, c'est qu'il n'absorbe absolument pas le son. D'où cette réverbération constante. Les murs sont, eux, également très réfléchissants et peu absorbants. Est-ce que vous avez la volonté de conserver ces murs tels quels ou est-ce qu'on pourrait envisager de disposer des matériaux sur leur surface? Tout à fait. On accorde beaucoup d'importance à l'esthétique de la salle telle qu'on le propose pour le moment. Donc je préférerais toucher le moins possible aux éléments qui existent. D'accord. Pour qu'ils gardent leur aspect actuel. De par la hauteur de votre plafond, le volume présent dans cette salle, c'est un problème pas évident à traiter. Au niveau du sol, est-ce qu'il serait possible éventuellement de disposer d'une moquette ou quelque chose comme ça? Pour des raisons d'organisation, je pense que ce serait très difficile. Parce que présentement, dans votre salle, vous n'avez aucun matériau qui absorbe le son. D'où cet effet de réverbération trop grand. Je comprends. Pour mieux évaluer la qualité de la salle, on commence par quelques accords de guitare. Eh bien, qu'en penses-tu? Dur, très dur. Beaucoup de reverb, on ne s'entend pas vraiment, les sons ne sont pas clairs du tout. C'est difficile de jouer, je n'aime pas trop. Tu comprends, c'est dommage. À ce point de vue-là, l'acoustique est à... Effectivement, c'est catastrophique. Je vous propose de mettre des chiffres là-dessus. Alors cette boule, c'est un haut-parleur qui va diffuser de manière omnidirectionnelle, c'est-à-dire dans toutes les directions de la pièce, de manière à exciter tous les matériaux et à solliciter tous les matériaux et leur absorption. On va donc générer via cette source un signal de référence qui sera ensuite récupéré par le micro qui se trouve ici. On comparera les deux et on trouvera alors l'acoustique de la salle. La géométrie de la salle est numérisée en 3 dimensions au sein d'un logiciel de simulation acoustique. Ainsi, Nicolas peut prédire le comportement du son dans la salle en fonction des matériaux et surtout proposer une solution, en l'occurrence, isoler le plafond. Voici un rendu de votre salle avec les panneaux absorbants disposés au plafond. Alors, ces panneaux absorbants, voici un échantillon. Donc, c'est une laine de roche qui est recouverte d'un voile minéral qui a été peint et donc qui sera relativement discret dans votre établissement. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Eh bien, tout simplement, la courbe en rouge représente le temps de réverbération actuel. Oui. En disposant de ces panneaux absorbants sur la moitié du plafond, vous obtiendrez la courbe en vert. La courbe en noir représentant le temps de réverbération optimal pour une salle polyvalente de ce volume-ci, on peut considérer que c'est un résultat plus qu'acceptable. Je pense qu'on peut se lancer maintenant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Une fois la dernière plaque posée,
reste plus qu'à tester la salle. Le résultat est concluant. Pas besoin de se référer à des logiciels, les sourires et la musique parlent d'eux-mêmes. Pour écouter du pop-rock, rien de tel qu'une salle sur mesure. La Baie, située au cœur de Bruxelles, est un modèle du genre. Après avoir été bien isolée du monde extérieur, elle a été soigneusement aménagée pour ce style de musique. Notre guide, Tom Jansen, est le responsable son de la Baie. Voilà, nous y sommes. La différence avec une salle de musique classique, c'est qu'ici, le son passe par des haut-parleurs, comme ceci. Ces immenses haut-parleurs vont permettre à un très grand nombre de spectateurs de profiter du concert du groupe Zitaswoon en préparation pour ce soir. Mais attention, s'ils sont trop puissants, la réverbération devient hostile et peut créer des bruits parasites, comme le fameux effet Larsen ou feedback. Attention les gars, je vais faire un petit Larsen. Donc, si tu mets trop fort dans les enceintes, ça va repasser dans le micro et ça fait un bruit comme ça. Ça, c'est en fait le son qui vient dans le micro, qui passe dans les enceintes et repasse dans le micro et ça fait un truc qui... Voilà. Il m'a demandé si j'avais plus, donc je donne plus. Quand ils sont bien dosés, les haut-parleurs permettent de gérer tous les sons dans l'espace. Le grand défi, c'est d'avoir un son homogène dans toute la salle. Avant, avec le système conventionnel, on avait des problèmes parce que le volume sonore chutait très vite à la sortie des enceintes. Chaque fois qu'on doublait la distance, on perdait 6 décibels. Pour compenser, la première solution consistait à installer des haut-parleurs un peu partout dans la salle pour diffuser le son de manière équilibrée. Mais aujourd'hui, le fin du fin, c'est le son découpé en faisceaux. Les 2 enceintes que nous avons là diffusent le son avec une extrême précision. Dans ces enceintes, chaque haut-parleur arrose une zone de la salle selon un angle bien précis. Ainsi, chaque spectateur entendra le concert de manière optimale. Et ce n'est pas tout. Les murs eux-mêmes ont été conçus pour limiter la réverbération au maximum. Comme vous pouvez le voir, la structure des murs est très particulière. Les différents panneaux de bois sont disposés en quinconce avec des interstices. Le but est de casser les réflexions avec le mur d'en face. Les interstices entre les lames permettent aussi d'absorber une partie de la réverbération. Mais attention, les techniciens et les musiciens qui font leurs tests dans une salle presque vide doivent tenir compte du fait que l'acoustique sera différente ce soir, lorsque les fans du groupe rempliront la salle. Autre difficulté due à la puissance d'un concert rock, les musiciens n'entendent pas leurs propres instruments. Est-ce que c'est mieux? Pour s'entendre, certains portent une oreillette et on installe aussi des haut-parleurs appelés retours dans leur direction. Take a ride to millions of summers and winters and autumns and spring. C'est le moment où toute la section de derrière se met en route. La batterie, la percussion, la basse, ça c'est des sons qui partent dans toutes les directions. Et si l'acoustique de la salle n'est pas bien, ils vont cogner sur toutes les places, ils vont revenir, ils vont faire une soupe. Et pour avoir un son défini, dans ce cas-là, c'est très très difficile, c'est presque impossible, quoi. Mais ici, c'est très très bien. Mais il n'y a pas trop de filles, parce que ça, c'est l'horreur. S'il y a trop, souvent, dans des salles où il y en a trop, le son, il revient, il
Il va sur le mur derrière et il revient vers la scène. Comme ça, tu t'entends toujours en double. C'est très, très embêtant pour faire la musique. Par contre, des salles qui sont trop secs, où il n'y a aucune vie, ça, c'est pas gai non plus parce que tu as l'impression que le son, il part pas. Il reste collé à ton instrument. C'est l'heure des dernières répétitions. On vérifie une dernière fois les basses et les aigus. Tout est fin prêt pour ce soir. Ça y est, la salle est comble. Chaque technicien est à son poste. Tout a été paramétré, mesuré, calculé pour que durant le concert, l'acoustique soit la meilleure possible. Le concert est excellent et l'acoustique est parfaite. Tiens, et qui voilà? Pour les amateurs d'émotions musicales, rien ne remplace un vrai concert dans une salle sur mesure. Merci beaucoup. Thank you.